Toutes et à tous, nouvelle vidéo sur le thème des ETF. J'avais fait une précédente vidéo pour introduire le sujet. Donc là, je vais continuer en analysant le pourquoi du comment sur les Français qui justement délaissent les ETF par rapport à d'autres populations européennes, notamment les Allemands. Et je vais essayer d'aller dans le détail. Dans un premier temps, je vais commencer par une revue de presse de différents articles, on va dire plutôt légitimes. Donc là, par exemple, on est sur un article des Échos. J'ai ensuite des sources qui sont de l'AGFI. Donc l'AGFI, c'est plutôt voilà, des journaux qui traitent de la finance et notamment le Figaro Économie. Et bien entendu, après, je partirai sur une analyse de certains ETF pour comparer justement les ETF que les Français ont sélectionnés versus d'autres ETF qui justement ne sont pas trop connus mais qui sont plutôt standards et qui performent beaucoup mieux. Donc je ferai une comparaison sur la source Financial Times. Pourquoi? Parce qu'eux, ils utilisent les market data de Reuters, donc qui est une source on va dire assez solide avec Bloomberg, donc là c'est Reuters. Et puis pour finir, j'analyserai le rapport qui a été rédigé en partenariat avec BlackRock. Donc il faudra également prendre ça avec des pincettes parce que BlackRock, on sait que c'est un énorme asset manager qui compute, construit et propose des ETF, donc notamment les ETF iShares. Donc il faudra prendre ça avec des pincettes sans se faire avoir sur la partie commerciale, marketing de BlackRock, parce que bien entendu derrière eux, leur stratégie c'est de commercialiser leurs ETF. Donc voilà, nous on va juste prendre les informations, on va essayer de prendre le positif, ce qui est correct, et on mettra de côté ce qui semble un peu, on va dire, déconnant. Voilà, donc pourquoi les Français délaissent toujours les ETF? Donc là, je suis sur les Échos. Que dit les Échos? Donc là, de mémoire, on est en mai 2023. Ouais, donc mai 2023. Que dit cet article? Donc l'article, il dit, bien que leur commercialisation soit en progression, la part des trackers et fonds indiciels, donc trackers et fonds indiciels, c'est ce qu'on appelle également les ETF pour Exchange Traded Fund. Donc la part des trackers et fonds indiciels cotés reste faible dans le patrimoine financier des particuliers, contrastant avec la pratique dans d'autres pays. Donc les autres pays, en Europe notamment, les Allemands sont ceux qui utilisent le plus d'ETF. Dans le monde, on a toutes les populations anglo-saxonnes, donc américains, australiens, anglais, néo-zélandais, ils utilisent beaucoup ça. Pourquoi? Parce que derrière eux, ils utilisent... pour tout ce qui est retraite, c'est de la retraite par capitalisation et les fonds de pension sont très friands de ETF. On verra également dans l'article que les assurances vie en France commencent à proposer à leurs clients d'investir dans les ETF, ce qui semble être assez nouveau. Donc continuons sur l'article. Donc les ETF, Exchange Traded Fund ou trackers se font progressivement une place dans les portefeuilles des investisseurs. Selon l'autorité des marchés financiers, donc l'AMF, 159 000 particuliers en ont acheté ou vendu durant le premier trimestre 2023. Donc 159 000 particuliers sur une population de plusieurs millions de personnes, on peut dire que voilà, c'est pas forcément beaucoup, c'est même pas la moitié de la population, donc voilà, là c'est une population très très minime. Sur l'année 2022, le gendarme français de la bourse comptabilise 250 000 investisseurs actifs en ETF. Donc 250 000 investisseurs sur plusieurs millions en termes de population, on peut dire que c'est rien du tout. Donc en Allemagne, il y a plusieurs millions d'investisseurs en ETF en lien avec la pédagogie active qu'il y a sur cette classe d'actifs depuis les années 2000. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit que en Allemagne, donc on a plusieurs millions de personnes qui investissent dans les ETF. En France, on est grosso modo qu'à 250 000 personnes. Donc voilà, les Allemands sont très en avance. On parle également de démocratisation des ETF depuis les années 2000 en Allemagne. Donc voilà, les Allemands sont clairement en avance par rapport à la population française, et c'est probablement une des raisons qui montre la différence en termes de nombre d'investisseurs sur cette classe d'actifs. Donc pour rappel, les trackers sont des fonds cotés en bourse, donc liquides, qui répliquent les indices mondiaux, donc MSCI World, donc pour les
les plus grosses capitalisations mondiales. En France, on a le CAC 40. Aux US, on a le S&P 500 pour les 500 plus grosses capitalisations. Nasdaq pour les plus grosses capitalisations technologiques. Et Dow Jones pour tout ce qui est, on va dire, industriel. Donc un tracker, c'est quoi? Un tracker, il suit un indice et il va répliquer l'indice. Donc l'indice va suivre des valeurs. Le tracker, lui, il va acheter ces valeurs et il va les posséder dans son portefeuille. J'avais fait une vidéo sur la différence entre une réplication synthétique et une réplication physique. La réplication physique, le gérant va directement acheter les instruments et les mettre dans son portefeuille à la hauteur de la même pondération que l'indice. Réplication synthétique, le gérant ne va pas acheter directement les instruments, c'est-à-dire pour répliquer du Google, il ne va pas acheter du Google, il va acheter un autre instrument qui va répliquer la même performance que Google. Donc il y a des frais en général, ça demande un peu plus d'activité, c'est un peu plus actif, donc ça coûte plus cher. Et puis également, il y a un risque de contrepartie que le tracker à réplication physique n'a pas. Donc, pour rappel, le rôle des créateurs des ETF n'est donc pas de sélectionner les titres pour battre un indice, mais tout simplement de répliquer exactement l'indice et ses variations. Aussi simplement que ça. Gain à la volatilité, en dépit de la mise en avant des ETF thématiques, les trackers répliquent des indices globaux, essentiellement S&P, MSCI World, donc continuent à capter le plus d'argent. Donc voilà, S&P, QQQ, Nasdaq, DJI pour Dow Jones, MSCI World, 440, donc grosso modo c'est les ETF à peu près standard que tout le monde devrait ou est censé connaître. On verra que quand on fera l'analyse après des ETF dont les Français investissent, on va dire majoritairement, on voit que il y a des ETF qui sortent un peu du lot, mais qui ne sont pas forcément ceux qui répliquent le plus de performance. Donc je ferai une petite comparaison entre les ETF qui sont sélectionnés versus quelques ETF que j'ai appelés benchmark et qui performent beaucoup mieux. Ensuite, démocratisation relative. Fort de leur atout, la distribution des ETF auprès du grand public progresse, donc c'est plutôt pas mal. Selon l'observatoire de Cantalis, le nombre de contrats d'assurance vie enveloppe phare des investisseurs particuliers qui contiennent au moins un ETF a progressé de 6% en 2022, passant de 38% en 2021 à 44% l'an dernier. L'an passé. Donc là, on est toujours en mai 2023, donc l'an dernier, grosso modo mai 2022. Mais cette démocratisation est relative car elle émane d'abord des acteurs de l'épargne en ligne. Donc qu'est-ce qu'on voit ? On voit que depuis les 2 dernières années, il y a des institutions comme les assureurs qui commencent à proposer des ETF, donc c'est intéressant, ils ouvrent l'opportunité à leurs clients d'investir sur ces classes de produits. On voit qu'il y a d'autres néo-brokers, Yomoni, Nalo, on parle de Boursorama, de mémoire, on a Trade Republic, on a également DeGiro, j'avais vu des pubs pour eToro également, j'ai rien à gagner, c'est juste en parlant de ces brokers, c'est juste que j'ai vu comme ça en toute objectivité des pubs qui proposaient des ETF sur ces brokers. Donc voilà, c'est des nouveaux brokers qui ont, on va dire, qui étaient là, mais qui ont vraiment émergé durant les années 2020, post-Covid, où il y avait pas mal de gens qui investissaient en bourse. Et du coup, c'est probablement pour ça que les assureurs se sont mis à proposer ce type de produits qui ont fait, on va dire, un buzz à l'époque. Et dans tous les cas, c'est intéressant parce que le fait qu'il y ait plus de plateformes en France qui proposent ce type d'instrument, ça va capter du flow et du coup, in fine, si on est sur les bons ETF, ça va prendre en valeur. Donc la culture financière incompatible avec les ETF. Donc là, on parle de la culture financière en France, incompatible avec les ETF. Pourquoi ? Donc pour le porte-parole de Cantalis, le recours encore faible aux ETF en France est aussi culturel. L'investisseur moyen raisonne beaucoup avec la promesse de rendement sans trop appréhender la notion de risque et de volatilité. Il sait qu'il aura donc 3% sur l'EVA, il peut espérer 4% en SCPI ou encore 5% sur un fonds obligataire. Par définition, le rendement des ETF qui est calqué sur les fluctuations des marchés,
qui réplique est inconnu. Analyse Jean-François Bête, donc moins lisible et attractif pour les épargnants. Ok, donc analyse intéressante. On sait qu'en France, les personnes préfèrent investir sur le livret A, SCPI, fonds obligataires. Pourquoi? C'est quoi le dénominateur commun sur ces trois placements? C'est la sécurité. Les Français ils aiment beaucoup la sécurité, avoir un placement sécurisé sur le long terme, quitte à avoir 3% sur le livret A quand on a une inflation à 5, 6, voire 10 pendant les derniers mois sur certains pays. Et du coup, s'il y a une performance à 3% versus une inflation à 6, le delta c'est 3. Et du coup, si tu investis sur du livret A alors qu'il y a une inflation à 6, tu es perdant de 3%. SCPI, Société civile immobilière de placement, donc 4%. Donc c'est quoi la SCPI? Tu investis dans un SCPI, le gérant de la SCPI, lui, va investir dans de l'immobilier. Ça peut être de l'immeuble, de bureaux, ça peut être ce qu'on appelle l'hospitality, tout ce qui est hôpitaux, centres commerciaux, et également tout ce qui est industriel, donc les centres de logistique, les entrepôts, les centres de transport du dernier kilomètre. Dernier kilomètre, c'est quoi? C'est genre Amazon va louer un entrepôt entre 5 et 1 km de Paris. Et du coup, ça avait beaucoup le vent en poupe pendant la période Covid, où il y avait énormément de personnes qui commandaient sur Internet. Donc, article intéressant. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que les Allemands sont plus en avance par rapport aux Français, par rapport à ces produits-là. On voit qu'il y a de plus en plus de sociétés qui proposent ce produit, que ce soit les néo-brokers ou les assurances, et on voit que également au niveau de la culture financière, les Français sont moins à même de prendre des risques, notamment par rapport à la volatilité des marchés, parce que bien entendu un ETF ça réplique un indice. Au niveau de cet indice ou l'ETF, les actions qu'il possède, forcément il y a une volatilité, c'est-à-dire que s'il y a des bonnes nouvelles, l'ETF prendra de la valeur parce que les actions qui sont dans l'ETF prendront de la valeur. Bien entendu, s'il y a des mauvaises nouvelles, exemple crise sanitaire, bien entendu l'ETF en prendra un coup, et je pense que les Français ne sont pas encore prêts par rapport à ça, même si on voit que là le trend est positif, ou du moins il est encourageant. Autre article, toujours Les Échos. Donc là, nous sommes en juin 2023 et toujours sur Les Échos, l'article dit, voilà, à 10,364 milliards de dollars d'actifs, les ETF atteignent un nouveau record. Donc encore une information qui disent que, voilà, grosso modo, qui confirme la tendance au niveau des ETF. Donc l'univers en pleine expansion des fonds indiciels cotés, donc ETF, vient d'atteindre un nouveau palier. Selon les données du cabinet de conseil ETFGI, donc les actifs investis dans les fonds cotés en bourse ont atteint le montant astronomique de 10,364 milliards de dollars le 15 juin. Donc là on est toujours en juin 2023, dépassant le dernier record de 10 milliards 262 qui remontait à fin 2021. Avant l'éclatement de la guerre en Ukraine. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? Donc, autre tendance notable, les ETF actifs qui, plutôt que de suivre un indice, regroupent un certain nombre de valeurs choisies. Dans un fonds coté, on le vend en poupe. Ils ont attiré 59 milliards de dollars les 5 premiers mois de l'année. Donc, les 5 premiers mois de l'année, on parle toujours là de l'année 2023. Ce qui est intéressant là, c'est que on parle des ETF actifs. Donc en général, nous on parle. Précédemment, je parlais plutôt des ETF passifs. ETF passif, c'est quoi? C'est un ETF qui va tout simplement répliquer un indice. Le gérant, il refait ce qu'on appelle un balancing de l'indice peu de fois dans l'année. Et les frais sont plutôt minimes. On parle de 0,3%, 0,4%, il y a même des ETF à 0,00 quelque chose. Et là, par contre, la différence dans l'ETF actif, c'est que le gérant va régulièrement sélectionner des actions qu'il va le mettre dans son portefeuille, généralement pour battre un indice. Donc, qui dit ETF actif dit beaucoup d'activités et beaucoup de frais. Donc ça, c'est un
c'est le point négatif. Par contre, là, on voit qu'effectivement, les gens ont de l'attraction sur les ETF, mais également sur des ETF actifs, c'est-à-dire qu'ils sont OK pour payer des frais supplémentaires. Donc, information intéressante. Donc on voit que la tendance, elle est plutôt positive par rapport à ETF. Donc là, on était en mai 2023, juin 2024. Donc là, on est en janvier 2024. Donc des nouvelles années. En Europe, les collectes de la gestion passive des fonds monétaires et des fonds obligataires dominent l'industrie en 2023. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit que les fonds monétaires ont attiré 196 milliards d'euros en 2023, soit 80% de plus qu'en 2022 selon Morningstar. Et on voit que côté gestion passive, les fonds de long terme indiciels ont attiré 213,5 milliards d'euros. Du côté des sociétés de gestion, donc BlackRock arrive en tête du classement annuel de la collecte avec 68,4 milliards d'euros de collecte nette, suivi de Vanguard, 27,4 milliards de dollars. On a Xtrackers, 17,1 milliards. À l'inverse, Horizon est le gestionnaire d'actifs qui a enregistré la plus forte des collectes en 2023, 17 milliards, suivi de Crédit Suisse, 14 milliards. Donc on voit que là, ce qui est intéressant, c'est que tous les asset managers, les BlackRock, les Vanguard, etc., ils ont fait des collectes annuelles qui sont très intéressantes. Et par contre, on a d'autres gestionnaires d'actifs, eux, qui ont eu une décollecte quand même de 17 milliards pour Horizon et 14 milliards pour Crédit Suisse. Je pense qu'on verra plus tard, mais ces gestionnaires d'actifs, peut-être qu'ils avaient des performances pas terribles, peut-être qu'ils prenaient des frais exorbitants et qu'au final les clients ils étaient tout simplement pas satisfaits par rapport à ce que ces gérants-là proposaient, alors que les ETF, eux, en général, dans les bons ETF, on a des performances qui sont supérieures à des gestionnaires actifs et on a des frais qui sont nettement inférieurs. Donc on va continuer. On continue, donc là on est toujours en janvier 2024 et là on est toujours sur Fund Magazine. Tout à l'heure j'étais un article, alors je sais pas si c'était Fund Magazine ou c'était alors tout à l'heure j'étais sur l'AGFI, donc là on est sur Fund Magazine. Donc janvier 22 janvier 2024, collecte 2023, une année de vache maigre qui renforce encore le poids des ETF. Donc information intéressante. Encore une fois, on a une tendance qui est intéressante et positive pour les ETF. Et par contre, on voit également ce qui est donc article qui confirme ce que disait l'article de la GFI sur les fonds actifs qui eux avaient eu une décollecte versus les ETF qui eux collectent grosso modo ce qui a été décollecté des fonds actifs. Donc avec à peine plus de 80 milliards de collecte nette, toute stratégie confondue, 2023 apparaît comme une année décevante pour la distribution des fonds en Europe et en France. En relatif, on est loin de la moyenne historique sur 10 ans à plus de 200 milliards par an. Ok. En Europe, la bascule en faveur des ETF et au détriment des fonds d'actifs comme un effet miroir. Ainsi, les ETF actions en Europe collectent près de 90 milliards sur l'année et les fonds actifs sont décollectés de 90 milliards. Donc effet miroir, on a une décollecte des fonds d'actifs et on a une collecte vers les ETF. En fait, il y a eu tout simplement un transfert entre les fonds actifs et les gérants les asset managers qui eux font les ETF. Quels sont les gros gagnants en termes d'ETF? On a les ETF Action Monde, donc MSCI World, tout à l'heure ce qu'on voyait, USA, donc probablement S&P, 440, Dow Jones. Les seuls fournisseurs d'ETF tirent leur épingle du jeu en 2023, donc iShares, Vanguard, Xtrackers. Ok, donc iShares c'est BlackRock, Xtrackers, ok, SPDR, donc SPDR c'est un asset manager. Je crois qu'il y a un ETF qui est très connu, c'est SPY pour le S&P 500, donc qui est également fait par SPDR. Donc information intéressante, collecte intéressante, positif, bon trend, bonne tendance vers les ETF, décollecte des fonds d'actifs, probablement parce que les frais qu'ils proposent sont trop élevés, performance généralement médiocre,
versus ETF qui, eux, ont des frais inférieurs et des performances supérieures aux fonds d'actifs. Je continue donc avec un article. Ici, on est sur les Échos. Nouvel article Les Échos. Donc là, on est en janvier 2024. Et l'article est intitulé « Les ETF continuent leur percée sur le sol européen. La collecte des fonds indiciels cotés s'est envolée de 80%. L'an dernier, BlackRock reste le premier fournisseur en Europe et dans le monde. » Donc BlackRock, pour rappel, BlackRock, iShares, c'est la même entreprise. Donc là, on est en janvier. Encore une information, on va dire une tendance intéressante, positive pour les ETF, donc plébiscité durant les années de taux zéro en raison de la recherche de rendement à moindre coût. Les ETF continuent de séduire en Europe. Selon le rapport publié en décembre par le gendarme boursier européen l'ESMA, le coût moyen des ETF actions entre 2018 et 2022 s'est élevé à 0,4% pour une performance de 6,7%. Tandis que les fonds traditionnels actions ont prélevé des frais de 1,7% pour une performance de 4,9%. Donc là, en gros, cet article, il est intéressant parce qu'il résume ce que disaient les précédents articles, notamment sur, en fait, indirectement, il valide le fait que les articles précédents, ils parlaient de la décollecte des fonds actifs vers les ETF. Pourquoi ? Là, on a un élément de réponse. On voit que dans les fonds traditionnels, on a des frais qui sont exorbitants. Donc là, on a grosso modo 4, 5, 6, 7. On a 1,3 de frais de différence entre un fonds classique et un ETF pour une performance, grosso modo, j'arrondis de 1,8 entre donc le delta 6,7 moins 4,8. Donc grosso modo, dans un fonds classique, on a plus de frais pour une performance qui est moins élevée versus les ETF, on a moins de frais pour une performance qui est plus élevée par rapport à un fonds traditionnel. Donc en gros, ça rejoint ce que disait l'article précédent, je ne sais plus si c'était sur la GFI ou Fonds de Magazine, qui parlait de l'effet miroir. Donc grosse décollecte sur les fonds classiques pour collecte sur les ETF. Ok, donc là on a donc pour rappel, BlackRock, iShares, c'est la même chose. Donc là, les 10 premiers fournisseurs d'ETF en Europe, on a iShares, Amundi, donc Amundi Lyxor en France, Xtrackers, Vanguard, UBS, donc UBS Bank qui a racheté Crédit Suisse, Invesco, State Street, Wisdom, BNP, HSBC. Ok, intéressant. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Voilà, et petite information sur les ETF durables en perte de vitesse. Donc pendant le Covid, on avait un trend sur tout ce qui était ESG, donc environnement, social et de gouvernance. Donc grosso modo, toutes les entreprises qui faisaient dans de l'écologie, non armement, non tabac, non gaz, non pétrole. Donc ça avait un trade intéressant. Bon, le problème de ces ETF ou de ces on va dire, fonds, c'est que non seulement ils ne performaient pas et que c'était plus un effet de mode temporaire et que sur le long terme ils ne performaient pas, donc les gens ont commencé à se désengager de ces fonds, de ces paniers, on va dire ESG, pour aller sur des investissements, on va dire un peu plus standards, qui eux performent mieux sur le long terme. Donc là, nouvel article, on est le 13 février, on est sur le Figaro, Bourse, Économie et Placement. Donc, que dit l'article ? Amundi, 75,3 milliards d'euros de collecte pour les ETF en janvier. Les souscriptions en ETF actions ont progressé de 46,6 milliards, tandis que celles en ETF obligataires ont gagné 24 milliards. Ok, donc les ETF exposés aux actions américaines ont attiré 9,9 milliards d'argent frais et les ETF exposés aux valeurs de croissance américaines ont récolté 8,7 milliards. Ok, intéressant. Donc là, on est en janvier 2024, début d'année, grosse collecte sur les valeurs américaines. Ok, le marché américain des ETF poursuit sa domination avec une collecte de 48,6 milliards d'euros, tandis que le marché européen des ETF UCITS a attiré 20 milliards. Ok, donc grosso modo, le marché américain,
Donc les ETF avec sous-jacent stock américaine ont collecté grosso modo, allez, grossièrement, 2 fois plus que pour les ETF aux actifs européens. Ok, intéressant. Donc pour info, ETF UCITS. Donc UCITS, c'est une réglementation qui permet, on va dire, aux investisseurs européens d'investir sans trop de barrières, peu importe où le fonds est hébergé en Europe. Donc exemple, un investisseur polonais ou un investisseur allemand peut investir dans un ETF qui serait domicilié en France, au Luxembourg par exemple. Donc voilà, encore une information intéressante là. Collecte toujours positive. Donc les personnes acceptent d'investir en sortant de leur biais géographique, c'est-à-dire ils vont investir, ils habitent en France, en général le biais géographique dit que les gens investissent sur des actions qui sont en France, mais là on voit que ils acceptent d'investir dans des actions qui se trouvent à l'étranger, notamment aux États-Unis, bien que voilà, les entreprises américaines, les Walmart, les McDonald's, les Coca-Cola, voilà, sont connus, les Facebook, les Google et Amazon sont connus de tout le monde. Donc les gens sont, on va dire, assez confiants d'investir dans ces boîtes qui, aujourd'hui, par exemple, en mars 2024, si je parle des sociétés technologiques ou de certains ETF, S&P, 440, sont quand même à leur plus haut niveau. Donc là, on est sur un article. Je crois que là, je suis reparti en décembre. Pourquoi ? Pour là faire une synthèse sur l'article des Échos qui fait une petite synthèse sur le palmarès des actions les plus achetées en 2023. Donc sur ces actions, on a également des ETF. Donc voyons lesquels. Donc cette liste en fait elle a été communiquée par Fortuneo. Donc Fortuneo a communiqué cette liste aux Échos. Donc voilà, il y a d'autres brokers, courtiers qui eux, ont refusé de communiquer la liste. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on se base sur la liste de Fortuneo. Donc d'un côté, les clients de Fortuneo, banque en ligne, qui à ses débuts en 2000 étaient centrés sur la bourse, affichent une préférence marquée pour les sociétés françaises en général et le CAC 40 en particulier. En 2023, sur les 20 valeurs, actions ou fonds ayant fait l'objet de plus d'ordres d'achat sur les comptes titres et les plans d'épargne en actions, PEA, 14 sont françaises, dont 9 sont intégrées au CAC 40. Les 6 lignes restantes sont des ETF au spectre large, recopiant essentiellement soit le MSCI World, donc MSCI Monde, soit le S&P 500. Donc MSCI Monde, c'est quoi? C'est les plus grosses capitalisations mondiales, et S&P 500, donc c'est les 500 plus grosses capitalisations américaines. Donc les ETF prennent davantage d'ampleur à mesure que les années passent. Ok, donc les 20 valeurs les plus achetées en 2023, qu'est-ce qu'on a? On a, ok, en termes de société, on a Total. Ok, alors Total, probablement, il y a eu un biais lié à la guerre en Ukraine où il y avait augmentation des prix du gaz et de l'électricité. Ok, ensuite on a l'Ixor UCITF, ok, ETF MSCI Monde. Donc ça c'est pour la partie liée au PEA. Amundi Monde hors PEA. Ok, pour information, l'ETF PEA sera plus cher que l'ETF hors PEA. Pourquoi? Parce que plan épargne action, il y a un avantage fiscal. Donc en général, les stocks et les ETF sont plus chers que ceux qui sont hors avantage fiscal. Ok, donc on a un ETF en 2-3. Ok, donc dans le top 10, on a 2 ETF. Ok, le reste, donc Société Générale, BNP, LVMH, Louis Vuitton, Stellantis, Peugeot, Atos, bon, la boîte ne performe pas terrible. Alstom, Orpea, ok, gros scandale sur Orpea. Amundi, ETF, PEA, S&P 500, ok. Air Liquide, bonne entreprise. Téléperformance, ok. Entreprise qui a très bien performé pendant le Covid, mais qui a eu faire un scandale en Amérique du Sud. Donc je crois que l'action elle a pas mal dévissé. ALD, donc c'est location de voitures. L'Ixor 440 double short, ok, donc shorter le 440. Aujourd'hui je crois qu'il est au plus haut, donc ceux qui ont investi dans cet ETF ils doivent s'en mordre les doigts. Worldline, il me semble que c'est le paiement en ligne. Cette entreprise a eu un gros problème de paiement récemment, avec les systèmes d'information qui ont déconné. Donc je crois que aujourd'hui l'action elle est pas terrible. BNP Easy, S&P 500, ok. Natixis, ok.
Ok, donc top 20, on a 1, 2, 3, 4, 5, ok, on a 6 ETF, donc grosso modo S&P 500 US, donc orientation marché US, MSCI Monde et MSCI Emerging. Ok, bon, on va voir les performances que ces boîtes ont générées sur le long terme. Je pense qu'à part celle du S&P, c'est pas terrible. Bon, même si le 440 c'est intéressant, mais c'est pas ce qui rapporte le plus. Euh, ok, donc en termes non plus de nombre d'ordres d'achat passés, mais de montant investi, les tableaux essentiellement semblables, avec 11 entreprises appartenant au 440 sur les 20 supports actions les plus publicitées en 2023. Ok, donc 11 sur les 20, ok, bon, je pense qu'il y a un biais géographique, donc les Français vont investir dans des boîtes qu'ils connaissent et en général dans des boîtes qui sont dans le même pays, c'est-à-dire en France. Là, quand on voit voilà, Total, LVMH, ALD, ALD c'est tout ce qui est location de voitures possédée par Société Générale, Orpea, etc. Donc ouais, donc il y a un gros biais, il y a un gros biais, il y a un gros biais géographique. Montant investi, donc LVMH, première entreprise de luxe, Airbus, ok, Renault, ST Microélectronique, Worldline, Forvia, CGG, ok, CGG, je crois que c'est les assurances, Casino, Valorex, c'est les pipelines de pétrole, je crois, il me semble. Ok, bon, gros biais France, ok, sur les actions américaines. Donc, ouais, Apple, Tesla, Amazon, Microsoft, donc ouais, les 7 magnifiques, en gros, ce qu'ils appellent les 7 magnifiques, avec Meta, Google, Alphabet. Ok, intéressant. Voilà, le PEA est un best-seller de bourse, ok, chez Fortuneo, d'accord. Vertu de l'investissement progressif, ok. Donc les deux approches ne sont toutefois pas nécessairement incompatibles. Des valeurs spéculatives à court terme peuvent être aussi acquises dans une optique de long terme. Présent dans le top 20 des actions privilégiées chez Trade Republic, le titre Microsoft peut notamment être rangé dans cette catégorie, ok. Donc investissement progressif, en gros DCA, dollar cost average. Averaging, c'est quoi? C'est que, exemple, on a 1000 euros, plutôt que rentrer one shot tout de suite sur une action, on va étendre, on va diviser les 1000 euros par 10 et on va rentrer en 10 fois, par exemple, sur 10 mois pour moyenner le prix d'entrée en fonction de la volatilité du marché. Donc, des fois, on achète un peu cher, des fois pas cher, mais à la fin, sur les 10 entrées, on va avoir une moyenne. Ok, intéressant. Ok, donc du coup là par rapport aux articles qu'on a vus, donc on avait vu qu'il y avait une tendance, on va dire, assez intéressante sur la décollecte des fonds actifs, collecte sur les ETF. On voit qu'il y a de plus en plus d'acteurs en France qui commencent à proposer ce type de produit. Donc on a les néo-courtiers, on commence à voir les assurances et on voit que en Europe, par rapport aux Allemands qui ont commencé à investir dans les années 2000, en France, la majorité des gens, on va dire par rapport aux statistiques, ont commencé, on va dire, on a les statistiques à partir des années 2018, donc pratiquement 18 ans après. Donc le trend est intéressant. Au niveau culturel, éducation financière, on voit qu'en France, bon, il y a quand même une tendance sur investissement sur livret A, SCPI, etc. Bon, des fonds qui ne performent pas superbe par rapport à ce que pourrait performer tout simplement d'investir en bourse dans des actions ou dans des ETF. Et là, du coup, ce que je vais voir en utilisant le Financial Times. Pourquoi le Financial Times? Parce que la data marché, donc ce qu'on appelle la market data, elle vient directement de Reuters. En plus, c'est gratuit, donc c'est intéressant. Je vais utiliser ça. Donc, au niveau de la data marché, en général, on a deux fournisseurs de data. On a soit Bloomberg ou soit Reuters. Donc là, Refinitiv utilise la data de Refinitiv. Donc Refinitiv, c'est Reuters. Ok, donc première constatation, là je vais prendre les palmarès qu'on a vu tout à l'heure des 10 ou 20 actions les plus achetées en 2023. Donc là je vais juste me focus sur les ETF et là je vais me baser tout simplement sur un an. Donc on voit que la majorité des gens qui ont répondu, ou du moins de Fortuneo qui a répondu,
aux questions là, des échos, on voit que la majorité des gens ont investi sur le 440, je crois que c'était le 2 double daily short. Donc c'est ça en fait, daily short c'est quoi? C'est tout simplement shorter l'indice du 440. Le seul problème aujourd'hui c'est que quand on short, c'est-à-dire on a une vision plutôt à la baisse de l'indice, aujourd'hui qu'est-ce qu'on voit? C'est que l'indice il est tout simplement positif et même all-time high, hein. Il a atteint son plus haut niveau. Donc aujourd'hui les personnes qui ont investi sur cet ETF, sur un an, ils sont à moins 26%. Amundi 440, très bien, depuis le début d'année, plus 16%, ok, bon, c'est pas mal. Amundi DAX, tout à l'heure, je crois que j'avais vu quelque chose, il parlait du DAX. Donc DAX, c'est quoi? C'est l'indice allemand. Donc en France, on a le 440, il y a le FTSE, à Londres, le DAX. En Allemagne, donc DAX, ok, plus 19%, intéressant mais pas fou non plus. Amundi Emerging Market, plus 7%, donc Emerging Market c'est quoi? C'est un index qui va regrouper les plus grosses sociétés des pays émergents, donc Indonésie, je pense qu'il y a même des sociétés il me semble qu'il y a des chinoises aussi dedans, Taïwan, peut-être Philippines à voir, mais grosso modo les pays émergents, Inde aussi également. Ok, plus 7%, bon, c'est toujours mieux que le livret A à 3 ou 4% de ce qu'on voyait entre les livrets A et les SCPI, ok. iShare MSCI World, donc c'est MSCI Monde, plus 25%. Bon, déjà là, on est intéressant dans l'ETF qui est sélectionné par rapport à celui du 440, bon, short bien entendu, on est pratiquement à l'opposé, ou du DAX. Sur le 10 ans, parce que moi j'aime bien avoir une vision long terme, donc sur 10 ans, qu'est-ce qu'on voit? On voit que sur le MSCI World, on est plus de 100%. Donc en gros, on a fait x2 là, sur la perf, sur la performance. MSCI, donc 50%, ok. DAX, 77%. 440, 83%. Bon, ok. Bon, j'ai envie de dire, même si sur le 10 ans, on est pratiquement à x2 sur le 440 et x2 sur le MSCI World. Emerging, moi personnellement, je n'aurais pas sélectionné. Le DAX, je ne suis absolument pas l'économie allemande, donc non. Et shorter le 440, en fait, shorter le 440, c'est tout simplement être absolument non optimiste sur l'économie française. Donc moi, je suis plutôt optimiste sur les économies, que ce soit européennes ou américaine, indienne, etc. Donc ça, je l'aurais jamais sélectionné. Bon, peut-être sur le très court terme, dans genre en début de crise Covid, pourquoi pas, mais absolument pas sur le long terme. Et moi, les ETF, quand j'investis, j'aime bien investir sur le long terme. Et là, je vois sur 10 ans. Donc 10 ans, shorter un indice, jamais de la vie. En tout cas, moi, je le ferai pas. Mais MSCI World et 440, j'ai envie de dire pas mal. Ensuite, là, je pars sur un... J'ai vu également un article qui listait les ETF les plus détenus par les utilisateurs de DeGiro. Donc DeGiro, c'est une plateforme c'est un courtier en ligne, hein, qui est allemand, hein, je crois que c'est le meilleur courtier en Europe. Je ne parle pas d'Interactive Broker qui est le meilleur, on va dire, entre guillemets au monde, mais DeGiro, c'est l'une des meilleures plateformes en Europe, hein, pour info. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit que les investisseurs qui ont le plus investi sur les ETF DeGiro, bon, déjà là, on voit qu'ils ont un peu plus d'expérience par rapport aux produits qu'ils ont sélectionnés. Donc Amundi, Index Solutions Amundi, ok, donc là on a toujours MSCI World, c'est le MSCI Monde. S&P 500 Amundi, ok. Là on a le Nasdaq 100, donc les 100 plus grosses sociétés technologiques, leveragé x2, ok, intéressant. Donc leveragé x2, voilà, on est pratiquement x2, donc en x1 on est à 40, x2 on est à 80%, ok, intéressant. Ce qui veut dire que si ça baisse en x2 aussi, hein. Effet de levier, donc Amundi Nasdaq 100, ok, iShare Core MSCI World, donc MSCI Monde, MSCI iShare S&P 500, ok, Smart Overnight Return, ok, pas terrible, 3%, FTSE Vanguard 21%, FTSE All World
plus 23, ok, S&P. Sur 10 ans, qu'est-ce qu'on a? Sur 10 ans, ok, donc MSCI World, on est à plus de 200%. S&P 500, plus de 300%. Sur le Nasdaq 100 leveragé, on est à plus de 1613%, donc très bien. Nasdaq 100, ok, plus 100%, plus MSCI World, plus 200%, S&P, on est à plus 300%. Smart Overnight, plus 2% en 10 ans, c'est perte de temps. Vanguard FTSE, plus 130%. Vanguard, ok. Vanguard S&P 500, 110%, ok. Bon, là, moi, ce que j'observe, c'est que les investisseurs de Giro sont beaucoup plus, on va dire, éduqués sur la sélection des ETF que les utilisateurs de Fortuneo. Fortuneo, voilà, on est, grosso modo, on est average, average 60%, on va dire. 60% comme ça grossièrement, alors que là sur les utilisateurs de Giro on est allez, à part l'ETF, le Smart Overnight, on est à minimum plus 50%. Plus 50% sur 10 ans. Après, bien entendu, on a une majorité de ETF qui performent à plus de 100%, voire 200% sur 10 ans. Bon, c'est pas mal. Là, au niveau du benchmark que j'ai pris, ça c'est un portfolio que j'ai constitué tout à l'heure. Donc j'ai pris un ETF sur l'économie indienne. Donc économie indienne, donc l'Inde investit massivement dans son infrastructure. Population indienne donc démographie, population indienne qui se compose de plusieurs milliards de personnes. Donc sur le long terme, on aura toujours des consommateurs. Là, on voit que sur l'ETF INCO, on est à plus 153% sur 10 ans. Invesco, QQQ, donc Nasdaq, valeur technologique, 396%. S&P, 175%. Donc S&P, grosso modo, c'est tout simplement l'entièreté de l'économie américaine. Dow Jones, valeur américaine liée à tout ce qui est industriel. Bon, on a aussi du technologique, je crois qu'il y a Apple dedans. S&P 500 plus 174%, Vanguard S&P plus 76%. Bon, moyenne, on est grosso modo à plus 200% sur 10 ans, ce qui est plutôt pas mal. Et par contre, après, effectivement, c'est vrai que si on part sur les performances des utilisateurs de Giro, bon, S&P on l'a pris, Nasdaq on l'a pris. Voilà, ce qui semble intéressant, c'est effectivement ce ETF à plus 1600% sur le long terme, ça peut être intéressant. L'article Le Figaro, donc pas moins de 7,1 millions d'Allemands ont mis en place des plans de versement programmés en ETF contre 500 000 au total en France, en Italie, en Autriche et en Espagne, selon une étude récente du géant américain de la gestion d'actifs BlackRock, leader mondial des ETF. D'ici 2030, ils pourront être près de 20 millions en Allemagne. Donc 20 millions entre les 7,1 millions et les 20 millions, on serait pratiquement à x4 d'ici 2030. Et du coup, si on compare entre les 7,1 millions d'Allemands contre les 500 000 au total en France, en Italie, en Autriche et en Espagne, c'est rien du tout. Donc en fait, ça rejoint ce que disait tout à l'heure l'article où les Allemands ont commencé, on va dire, à investir dans ces classes d'actifs dans les années 2000. Alors qu'en France, si on parle tout à l'heure de la statistique qui est sortie en 2018, en fait, il y a tout simplement 18 ans de retard par rapport aux Allemands et c'est pour cela ce qui expliquerait qu'ils ont commencé tout simplement avant, sachant que en Allemagne, ils ont en fait accès à ces produits depuis beaucoup plus longtemps, notamment au niveau des courtiers. Les courtiers, si on parle par exemple de Giro en Allemagne proposait les ETF avant même la France. Donc au niveau culture, éducation financière, je pense que les Allemands effectivement sont beaucoup plus en avance par rapport à la France, à l'Italie et aux autres pays, Espagne, etc., qui ont été listés.
Donc qu'est-ce qu'on voit? Donc là on est sur ETF Stream, article du 20 avril 2022 qui disait également, qui parlait de la projection sur les 20 millions d'utilisateurs ou d'investisseurs d'ETF en 2026. Voilà, on parle de même voilà, quadruple. Donc x4 avec 350 milliards en 2026, c'est énorme. According to BlackRock, the ETF savings plan are starting to gain traction in other countries including France, Italie, Austria, donc Autriche, Spain. Donc non seulement pour les Allemands ça fera x4, mais il y a toujours une traction qui est positive pour les pays comme la France, l'Italie, l'Autriche et l'Espagne. Ok, donc c'est intéressant. Donc sur le long terme, non seulement on voit que tout simplement si on fait x4 par rapport à ce que les Allemands vont investir, on va taper dans les 350 milliards. Donc c'est voilà, c'est beaucoup plus de flots qui vont atteindre les ETF également. Après voilà, c'est deux ETF S&P 500, Nasdaq, etc. Sur le long terme, c'est des entreprises qui vont, ces ETF là qui vont capter le flow et in fine, c'est l'ETF qui va prendre de la valeur. Et sur le long terme, vu qu'il y a une éducation financière qui commence à prendre de l'ampleur en France et en Europe, parce qu'aujourd'hui avec les UCITS, qu'on soit en Italie, en Espagne, en France, au Luxembourg, en fait on peut investir dans tous les ETF qui sont domiciliés en Europe. Donc on aura voilà, tous ces pays-là qui vont investir, toutes ces populations-là qui vont être, on va dire, plus matures dans la culture de l'investissement, dans la culture d'investissement dans les ETF, et bien entendu on a plus d'acteurs qui vont proposer ces produits, c'est-à-dire les plateformes, les courtiers et bien entendu les assureurs. Donc ça va permettre de faire connaître ces produits et d'attirer du flow sur ces nouveaux instruments, ou ces instruments qui sont là depuis longtemps mais qui n'étaient pas forcément connus auprès de cette population. Donc on switch sur le fameux report qui a été fait par Extra ETF iShares by BlackRock. Donc bien entendu on sait que BlackRock, iShares vendent des ETF, donc on va prendre ce rapport avec des pincettes pour pas justement succomber à la phase commerciale marketing. Donc que dit ce rapport? Donc là j'ai synthétisé en 14 pages, mais en fait il est beaucoup plus long que ça. Donc by the end of 2023, private investors in continental Europe will have invested around 20 billion. Donc à la fin des années 2023, donc les investisseurs continentaux en Europe auront investi 200 milliards dans les ETF. 135 milliards of this figure is accounted by the... Ouais, donc sur les 200 milliards, on a 135 milliards qui sont investis tout simplement par les Allemands en fait, et 65 milliards par le reste des Européens. Donc sur les 200 milliards, on a 135 par les Allemands, qui est énorme. Donc là j'ai mis les stats, c'est 67,5% par l'Allemagne et 35,2% par l'Europe, donc Italie, Espagne, Autriche, France, etc. Donc les Allemands représentent en masse. Ok, donc là ce qu'il dit c'est que en fait, le marché du saving plan, donc de plan d'épargne en Europe continentale, en fait il est bas. Il est moins développé. Bank and brokers have only just begun offer. Ok, donc les brokers, donc les courtiers, les banques, ils commencent tout juste à offrir ce type de plan, donc un plan d'épargne sur les ETF. Ok, we assume that more and more providers will enter the market in the year ahead. Ok, donc voilà, ils pensent que sur le long terme, il y aura de plus en plus d'acteurs qui vont proposer ce plan d'épargne. Will be similarly dynamique. Ok, et du coup, qui vont atteindre à peu près la même dynamique, ou du moins qui vont viser la dynamique qu'il y a eu en Allemagne. Donc le number of TSA has virtually doubled every year over the past 4 years. Donc, ok, donc tous les ans, le nombre de plans
de savings sur pratiquement sur les ETF, etc., a plus que doublé tous les ans pendant les 4 dernières années en Allemagne. C'est énorme. Et du coup, by the end of 2028, the total volume invested in ETF by private investors in continental Europe will be more than triple to over. Ok, donc en 2028, le total de volume investi dans les ETF par les investisseurs privés en Europe continentale vont plus que tripler pour atteindre 650 milliards. Donc c'est énorme. Donc qu'est-ce qu'on voit en fait grosso modo, pour la faire simple, le trend dans tout ce qui est plan d'épargne sur les ETF, il va au-delà de l'Allemagne, il y a de plus en plus d'acteurs qui vont proposer ce type d'investissement, donc c'est plutôt intéressant. En Allemagne et dans le reste de l'Europe continentale, en fait, pour le 2028, on va atteindre 650 milliards. Donc, il y a de plus en plus de flots, de fonds, d'argent en fait qui va être collecté. Donc, c'est plutôt intéressant. Donc, qu'est-ce qu'on voit là au niveau du chart numéro? Je vais essayer de zoomer un peu. Hop. Est-ce que je peux zoomer ou pas? Voilà. Ok. Donc, le chart. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit. Donc en bleu, on a les investisseurs qui sont expérimentés. En orange, on a les investisseurs qui sont moins expérimentés. On voit que sur les equity, donc c'est les actions, on a 63% des investisseurs plus expérimentés et 56% qui sont moins expérimentés. Ok. Sur les ETF, on a plutôt les investisseurs qui sont moins expérimentés qui y vont. Ok. Ce qui se comprend parce qu'ils veulent un investissement qui soit passif, autogéré. Ok, en cash, c'est à peu près ex aequo. Et sur les produits dérivés, forcément, on a les 2,6% qui sont des investisseurs expérimentés. Bien sûr, produits dérivés, futurs, options, c'est des choses qui font auto-call et tout ça. C'est des produits swap, c'est des produits qu'il faut connaître. Donc, pas étonnant qu'on ait pratiquement 2 fois plus d'investisseurs expérimentés que d'investisseurs moins expérimentés. Donc là, on est sur le portefeuille composition of direct bank customer by age, ok. Donc composition des portefeuilles en banque par âge. Donc 18-25 ans, voilà, 18 ans, ils sont plus exposés aux ETF. 26-35%, ils sont plus exposés aux actions. Je pense qu'ils veulent prendre du risque. 36-50 ans, exposition aux actions, donc en bleu ici, pour prendre du risque et avoir de la rentabilité, de la performance. 51-65 ans, pareil, majorité equity, donc actions, et 66 et plus, 67% en actions. Bah, je suis étonné parce que je pensais que plus on arrivait dans l'âge et plus on voulait avoir justement de la sécurité, c'est-à-dire avoir une indexation plutôt, une exposition plutôt aux obligations. Là, on voit qu'il y a il y a une grosse exposition aux actions, donc c'est intéressant. Intéressant, ok. Fonds manager. Après, effectivement, on voit que entre 51 ans et 66 et plus, il y a une part de fonds managés qui est assez élevée, même pour les 18-25 ans. C'est intéressant. Bon, en général, les fonds managés, c'est des fonds qui sont un peu plus coûteux que les autres. Pareil pour les 18-25, donc je suis étonné. Peut-être qu'ils ne connaissent pas et du coup, ils se sont fait conseiller ça sans connaître. Pour les 18-25 et du coup en fait ils partiront plus tard, ou ils sortent. On voit que entre 18-25 on voit qu'il y a une diminution du fonds managé, peut-être parce que justement il y a eu des coûts qui sont quand même assez élevés là, donc du coup ils sont partis. Ok. Share of saving plan user by age. Broker, donc saving plan, donc les plans d'épargne. On voit que ok, il y a une augmentation du plan d'épargne en 2022 pour les 26-35 ans, ok. Dans tous les cas, en fait, pour toutes les tranches d'âge, il y a une évolution du plan d'épargne entre 19 et 2019 et 2022, toutes classes d'âge confondues.
Donc voilà. Donc ce qui est intéressant ici, c'est que si ces plans d'épargne proposent des ETF, ça veut dire que tous ces utilisateurs là dans la phase orange, voire 2023, voilà, on pourrait imaginer d'autres couleurs, ils pourraient justement investir dans des produits type ETF. Donc ça c'est bon, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'on a? Share of saving plan, user by type of security and age. Ok. Ah ok. Donc là là on a une vision par rapport donc aux tranches d'âge et sur quel type de produits ils vont. Donc est-ce qu'ils vont sur les ETF, est-ce qu'ils vont sur les fonds managés ou est-ce qu'ils vont sur les shares, donc les actions. On voit que toutes classes d'âge confondues, la majorité vont sur les ETF. Donc c'est la partie bleue. Donc c'est intéressant, ça attire peu de 18 ans à plus de 66 ans, les ETF attirent toujours. Donc ça c'est bien. Ce qui veut dire que sur le long terme, on a une positive outlook. C'est-à-dire on a un trend qui est intéressant. ETF Asset Under Management in Europe, ok, on voit donc c'est les ETF qui sont sous gestion en Europe. On voit que entre 2022 et 2023, on est passé de 333 milliards. Donc AUM, c'est Asset Under Management, Asset donc actifs sous gestion, à 1429 en 2023. Ok, il y a eu un pic entre 2021 et 2022, ok, les années Covid où tout le monde, période de taux bas, tout le monde investissait sur les marchés, ok, donc après il y a eu une petite décollecte liée probablement à la guerre en Ukraine. Il y a aussi une petite perte là sur les marchés entre justement 2022 et 2023, augmentation des taux, donc les gens ont peut-être retiré leur argent. Développement du nombre d'ETF entre 2012 et 2023, on passe de 2105 à 3400. Ok, donc toujours en évolution. Positive pour le moment. Hein. Donc issuance, c'est la création et la sortie de nouveaux d'ETF par an. Entre 2012 et 2022, on a fait pratiquement x5. Donc 102 en 2012, 491 en 2022. Donc il y a de plus en plus d'ETF qui sortent. Okay, il y a une petite réduction entre 2019 et 2020. Ok. Ouais, ok, donc ça c'est les ETF providers, donc on l'a vu tout à l'heure, iShares, donc BlackRock, Amundi, UBS, donc qui ont racheté Crédit Suisse, Vanguard, Invesco, HSBC, BNP, ok, tout à l'heure on avait parlé de SPDR aussi, SPDR. Ah, voilà, donc ça c'est intéressant. Donc nombre de savings plan ETF entre les Allemands en bleu et le reste en Europe. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'entre 2014 et 2020, il y a pratiquement personne. Bon, il y a une petite marque orange là, mais c'est très minime. Il y a pratiquement personne en Europe continentale qui ont des plans de savings ETF, alors que les Allemands, eux, ils sont à 6,6 millions, 4,9 millions en 2021. C'est énorme. Et du coup, en France, en Europe, donc Italie, Espagne, Autriche, etc., ça a commencé à arriver vraiment entre 2022 et 2023, donc c'est très 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 nouveau. Hein. C'est un nouveau produit, ça commence à être proposé par les courtiers et ça commence à être connu, alors que c'était inconnu il y a 2 ans. Pareil en volume. Volume, les Allemands entre 2014, ils étaient à 0,2 milliards. Ils sont passés en 2023 à pratiquement 14 milliards pour 1 milliard à peu près sur le reste de l'Europe continentale. Donc les Allemands sont investisseurs dans les ETF en masse. En termes de milestone, ici, milestone in Germany, donc milestone, c'est les achèvements, on va dire les étapes clés qui ont été passées en Allemagne, France, étape, Espagne, Italie, Autriche. Donc c'est milestone, c'est
on va dire en termes de market release, et voilà, est-ce qu'il y a des produits qui ont été nouvellement proposés, nouvelles applications, nouveaux courtiers proposés dans des pays, ou des courtiers tout simplement qui proposent des nouveaux produits. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que les Allemands représentent en masse ces milestones, hein. Private investor hold more than 10 milliards, ok. Private investor hold more than 10 milliards, ok. Trade Republic launch in Australia, ok. Trade Republic now also offering, ok. Donc soit c'est des caps de users en termes d'investissement, de volume, ou tout simplement des applications qui proposent ces produits en France, en Autriche, etc. Donc là on voit voilà, Trade Republic, il y a un sous-jacent allemand, De Giro c'est pareil, Scalable Capital, ok. Bon, on voit que les Allemands représentent en masse. On voit voilà, deux actions en France, quelques actions en Italie, en Espagne. Mais les Allemands, ouais, ils représentent massivement le marché, hein. Donc Commerzbank, ING, Deutsche Bank, voilà, tout ça c'est allemand. Flatex, tout à l'heure je parlais de Giro, donc Flatex, pareil, c'est allemand. Deutsche Bank, voilà, là on voit pas de Boursorama, on voit pas de Fortuneo, voilà, on voit que les Allemands sont en avance. Les ETF, les plans d'épargne ETF en Allemagne, donc en 2003, on a atteint 7,1 millions, donc il y a 7,1 millions de plans épargne ETF contre 0,2 millions en 2014, donc croissance extraordinaire. On a plus que doublé presque entre 2021 et 2023, presque triplé entre 2020 et 2022. Voilà, et là ce qui est intéressant c'est le forecast, donc la prévision, la projection du nombre de plans d'épargne ETF entre 2023 et 2028. Donc voilà, on passerait en Allemagne de 7,1 millions à 21 millions, donc c'est bien. Et du coup, pour l'Europe continentale, on aurait le delta, donc pratiquement 10 millions de plans d'épargne. Donc 10 millions en pratiquement 4 ans. Donc 10 millions, ça voudrait dire qu'on aura de plus en plus d'investisseurs qui, in fine, investiront dans les ETF. Et du coup, ça apportera de la liquidité. Et in fine, on aura les ETF qui prendront bien entendu de la valeur. Là, pareil en volume, on passerait pour l'Allemagne de 14 à 41 milliards, c'est énorme. Et pour la France et l'Europe continentale, on serait pratiquement, allez, je fais le delta, grosso modo à 20 milliards. 20 milliards en volume, investment volume. En volume d'investissement, pratiquement 300 milliards également. Ok. On arrive à la fin de ce rapport. Donc, pour la faire simple, quels sont les points à retenir? Donc, les points à retenir, c'est que les Allemands, en fait, ils ont commencé à investir dans les ETF et ils ont cette coutume d'investir comme ça dans des plans de savings depuis là 2014. En fait, ils ont commencé très tôt, depuis les années 2000. Donc en fait, il y a une démocratisation de ce type de produits et d'investissements qui a commencé bien avant la population française et la population européenne qui commence à connaître et à investir sur ce type de produits depuis 2022. Donc éducation financière, l'éducation financière a commencé avant en Allemagne versus reste de l'Europe. On a une culture sur ce type d'investissement qui, on va dire, un peu plus mature en Allemagne. Le trend sur le long terme, on voit qu'il est positif. On voit qu'il y a de plus en plus de plans d'épargne qui seront proposés sur le long terme. On a de plus en plus d'acteurs en France, particulièrement que ce soit courtiers ou assureurs, qui proposeront d'investir dans les ETF. Donc, sur le long terme, on voit qu'il y a
il y a un trend qui est intéressant. Donc voilà, fais tes propres recherches, mais voilà, je pense que sur le long terme, si on part sur du S&P 500, sur du Nasdaq, sur du MSCI donc monde, et aussi potentiellement sur l'économie indienne, je pense qu'il y a euh, il y a du upside à récupérer. Après, bien entendu, on est sur le long terme, 5 10 ans, on n'est pas sur des coups de casino à s'acheter une Lamborghini en une soirée. Donc sur le long terme, voilà, il y a peut-être quelque chose à faire. Fais tes propres recherches. Bien entendu, moi ce que je ferai, c'est que prochainement, je prendrai 20 000 euros, j'investirai dans allez, un ou 4 ETF, j'en ai déjà en tête, et je ferai une revue de portefeuille régulièrement, peut-être 3 4 fois par an. Et l'idée, c'est de garder ce portefeuille sur 10 ans. Voilà, donc si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, mets ton commentaire si tu as la moindre question et si tu as des idées de prochaines vidéos, fais-en part et je ferai un plaisir de regarder s'il est possible de faire ça. Merci et à bientôt. Salut!